le partage avec des clients potentiels qui sont des head of sales, sales enablement, des sales ops, et j'ai des super retours. J'espère que vous aussi, vous trouverez que le produit est top, et vous trouverez aussi que il est complémentaire de ce que vous faites au quotidien, et que de fait, vous pourrez devenir des distributeurs, revendeurs pertinents pour la solution. Et que vous serez intéressé par le produit et par ce que vous pouvez en faire aussi dans vos métiers, parce que je pense que c'est vraiment un produit sympa pour accompagner de la formation commerciale, du coaching commercial, et rendre avoir un support pour le coaching et les présentations. Salut Nicolas, Eric, Jean-Pascal. Eric dit qu'il n'a pas de son, c'est le cas pour tout le monde ou pas? Vous m'entendez bien? En tout cas, si vous m'entendez pas ou si vous voulez intervenir, n'hésitez pas à utiliser le bouton speak aussi pour prendre la parole et intervenir. La plateforme n'est pas la plus collaborative. On avait voulu le faire sur Webinar Jam, mais parfois je me demande si on n'aurait pas dû le faire aussi sur Zoom. Je ne sais pas s'il y a encore du monde qui va arriver, sûrement, mais dans tous les cas, on va commencer. J'ai pas fait de vraie introduction, mais je vais en faire une maintenant, juste pour vous raconter l'histoire, et Nicolas est dans la salle. Sales Deck, l'idée de Sales Deck est née quand on travaillait avec Nicolas sur Q2C Selling. Je pense que vous avez tous suivi le lancement du bouquin. C'est un bouquin qu'on a écrit avec Nicolas dans la lignée de nos méthodes d'intelligence collective. Et c'est une méthode pour construire les process commerciaux avec des outils et des ateliers d'intelligence collective. Et dans cette méthode, on déploie 4 étapes dans laquelle on formalise d'abord un arbre de décision, le go-no-go tree, qui permet de formaliser les process commerciaux, et c'est comme ça qu'on représente d'habitude les process commerciaux. Et puis dans les troisième et quatrième étapes, on vient enrichir ces processus commerciaux avec des contenus qui sont des conversations, des histoires, des contenus, pour faire en sorte que à chaque étape, on puisse faire progresser le client dans les étapes du processus commercial jusqu'à la vente. Et la solution et le bouquin, j'en suis très fier. Je suis très fier. Nicolas a fait un énorme boulot de rédaction. Je crois que les retours sont hyper positifs sur le bouquin. Mais je me posais la question assez tôt quand on bossait sur le bouquin. On était en plein confinement. Je me disais, c'est super d'avoir des processus commerciaux, c'est super d'avoir plein de slides, des playbooks bien faits, des prestations à vendre en tant qu'agence marketing pour former les commerciaux aux stories, pour construire les use cases, pour former les commerciaux aux bonnes conversations avec des profils comme les vôtres, et mettre tout cela en place. Mais c'est encore mieux si les sales les appliquent. Et on le sait tous que souvent, les slides, les playbooks sont lus et consultés au moment de l'onboarding des nouveaux collaborateurs. Mais une fois qu'on passe dans la vraie vie, qu'on passe en direct, ils sont plus ou moins bien suivis, souvent moins que plus. Et donc, mon envie était de réfléchir à une solution, vu que tout le monde vendait en visio à cette époque-là et tout le monde va continuer pour partie à vendre en visio. Mon envie était que on puisse assister les sales à ce qu'ils respectent le processus commercial en visio. Et de fait, j'ai travaillé avec un startup studio à partir de janvier 2021 pour réfléchir à une solution qui permette vraiment de faire ce travail d'accompagnement des sales pendant leurs rendez-vous commerciaux. On est naturellement allé vers une première modélisation sous forme d'arbre de décision, comme on l'avait fait dans Q2C Selling. Et on s'est rendu compte en testant la solution avec les sales, en ayant leur retour, que ils n'étaient pas très fans des arbres de décision, que c'était trop top-down, trop structuré, trop rigide. Et il y avait une forme de retour un peu négatif sur l'adoption de l'outil, là où les directeurs commerciaux étaient super positifs.
Oui, et je suis d'accord avec toi, Antoine. Là où effectivement les directeurs commerciaux étaient super positifs justement de mettre en place des process, où les clients avaient des retours très positifs parce que l'outil qu'on avait présenté à l'époque, il s'appelait Start Journée, avait un côté qui permette de bien préparer le rendez-vous, de leur redonner du contrôle, de leur donner une vision sur l'agenda. Sauf que les sales, eux, étaient réticents et comme tu le dis, Antoine, on n'était pas sûr de l'adoption de l'outil. De fait, c'était développé un outil pour rien. Et il y avait une autre problématique un peu complexe, c'est que pour paramétrer le soft qu'on avait imaginé qui s'appelait Start Journée, on avait une étape qui était longue, qui était celle de construire le process et donc tout l'arbre de décision de bout en bout. Et l'une des difficultés, ça aurait été de se dire, tiens, quelqu'un a envie d'utiliser l'outil, il commence à le mettre en place, et puis il doit mettre en place un arbre de décision qui lui est spécifique. Et là, on prend 1, 2, voire 3 mois dans la vue, le temps qu'il définisse son processus commercial, avec au complet, qu'il soit assez à l'aise pour que dans la structure de l'arbre des décisions pour pouvoir l'implémenter et le jouer. Et de fait, ça aussi, ça a tué le logiciel. Et l'idée que j'ai eue, parce que je suis joueur, ça a été de vouloir modéliser le processus de décision, non plus comme un arbre de décision, mais comme un jeu de cartes. Et vous connaissez tous le Milboard, mais aussi des jeux plus complexes de deck building comme Magic ou comme Pokémon. Et dans ces jeux-là, en fait, on retrouve les logiques de conditionnalité des arbres de décision, mais on les retrouve non plus de façon rigide comme dans un arbre, mais beaucoup plus bottom-up, parce que on peut adopter hyper facilement ce process avec cette carte ne peut être jouée que si une autre carte a été jouée auparavant, etc. Typiquement dans le Milboard, vous pouvez jouer la carte sans borne uniquement s'il y a un feu vert, s'il n'y a pas de limitation de vitesse à 25 et si les pneus sont pas crevés. Et de facto, avec un jeu de cartes, on peut reconstituer ce type de conditionnalité, mais de façon beaucoup plus facile à adopter. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de SalesDeck. Et si vous n'avez pas de questions ou si vous voulez pas intervenir en disant speak tout de suite, là, je vais vous présenter des écrans de SalesDeck pour vous le présenter. Et je ne sais pas comment Jérémy... Ah merde je viens d'effacer le file et tu n'as pas mis des slides. Bon, tant pis. Je vais faire un partage d'écran, ça marchera aussi bien. Hop. Et donc, vous voulez voir à quoi ça ressemble. Alors, excusez-moi, la presse, elle est en anglais. Le site, il est déjà en ligne avec de l'anglais et du français. Je vais vous passer rapidement les slides d'introduction qui rappellent les problématiques. Il faut que je sois au bon endroit. Qui rappellent les problématiques liées à la vente à distance. Aujourd'hui, on est tous passés à la vente à distance, le virtual selling en anglais. Et ça fait gagner du temps, de l'efficacité, etc. Donc, c'est des choses sur lesquelles on va rester, même si on va garder des meetings en personne, on va quand même, dans beaucoup de situations, continuer à faire de la vente à distance. Et on a aussi, qu'est-ce qui se passe le remote selling qui se met en place. Jérémy, tu sais ce qui se passe? Pourquoi mon partage d'écran ne marche plus? Non? Pourquoi ça marche pas? Bon. Ah, tu m'as mis les slides. Start presentation. Next. Est-ce que ça marche? Ah, super. Merci, Jérémy. Hop. Et donc, je disais, en plus de la vente à distance qui est devenue assez générique, on a aussi ce que les Anglais appellent le remote selling, qui va être un peu différent du virtual selling et qui va être le fait de vendre depuis chez soi. Donc, tout ce qui est lié au télétravail et aux équipes déportées commerciales
à savoir le fait de permettre de faire du home office, y compris aux sales, et donc d'avoir de facto à les manager à distance. Hop, je suis un peu perdu. Donc, on a plein de challenges pour les différentes parties prenantes, des clients qui sont quand même moins engagés pendant les rendez-vous en visio. Souvent, ils peuvent éteindre leur caméra, éteindre leur micro, faire peut-être leur mail à côté. Et ça, c'est un problème pour réussir à les engager. Et 91% des sales disent que leur problème principal, c'est de réussir à engager les clients. Et les clients, ils ont aussi envie d'avoir plus de contrôle sur les rendez-vous, de pouvoir interrompre plus facilement un vendeur qui débite ses slides, de pouvoir interagir plus, de poser des questions qu'il veut poser en amont du rendez-vous sans avoir à attendre que le rendez-vous, d'avoir le droit de poser la question à la fin du rendez-vous, etc. De la même façon, on l'a dit, les commerciaux respectent assez mal le processus commercial et ils ont toujours des difficultés à rentrer en contact avec les clients, à les engager. Pour les managers à distance, le fait de manager des équipes à distance, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Et puis, de fait de manager des commerciaux aussi, c'est pas toujours facile avec la dimension de beaucoup de reporting, beaucoup de bâtons et de s'assurer que les commerciaux font ce qu'ils doivent faire. Et finalement, peu de facilité à être un bon coach parce qu'ils n'ont pas nécessairement les bons outils pour pouvoir bien coacher les commerciaux. Et dernier point, les équipes marketing qui ont des difficultés dans la relation avec les sales, sur la question du CRM bien sûr et du fait que le CRM soit bien complété, mais aussi de s'assurer que les bons contenus soient utilisés par les sales, que ce soit pas des vieux PowerPoint pas à jour, qui sont réutilisés depuis longtemps, qui sont plus à la charte, etc. Donc voici les différentes problématiques qu'on résout avec SalesDeck, à savoir une meilleure préparation du rendez-vous, plus d'interaction pendant le rendez-vous, un compte-rendu qui se fait à la volée autour du rendez-vous, le fait d'assister le commercial pendant le rendez-vous, un reporting automatique dans le CRM et une facilité à faire en sorte que son processus commercial évolue naturellement, rendez-vous après rendez-vous, réunion d'équipe commerciale après réunion d'équipe commerciale. On a quelque chose de vraiment collaboratif avec ce système de cartes pour réussir à faire en sorte que le processus commercial devienne quelque chose de vivant. Voilà, j'ai fini la partie introduction et je sais que vous êtes impatients de voir à quoi ça va ressembler. Eh bien, ça va ressembler à ça. J'espère que vous voyez bien l'écran. Là, on est dans une intégration Teams, donc dans la marketplace Teams. Et l'avantage d'être dans Teams, c'est qu'on est sur un seul lien. Donc, avec le lien Teams, va s'afficher SalesDeck à l'intérieur. Vu que c'est la marketplace Teams. Les intégrations dans Google Meet et dans Zoom sont pas aussi bien faites. Néanmoins, on peut toujours le faire comme pour des outils comme Miro et Klaxoon, d'avoir d'un côté votre Google Meet ou votre Zoom d'ouvert sur un écran et sur un deuxième écran avec un deuxième lien, d'avoir SalesDeck d'ouvert. Alors, je vous explique comment SalesDeck marche. Vous avez dans la colonne de gauche votre main. C'est toutes les cartes que vous avez préparées avant le meeting. Et ces cartes-là, c'est quoi? Ça peut être des questions que vous devez poser aux clients, ça peut être des sujets que vous voulez aborder, ça peut être des documents que vous voulez présenter, ça peut être des vidéos que vous voulez présenter, ça peut être, je pense que là j'ai à peu près tout dit, et puis vous pouvez aussi donner à votre client une main, et donc dans sa main il va toujours avoir des cartes réactions, j'aime, j'aime pas, je veux aller plus vite, je veux prendre la parole, ça a besoin d'être confirmé, donc des réactions un peu à la volée qui sont déjà toutes faites pour réagir. Et on peut aussi lui suggérer des questions et mettre dans sa main des questions fréquemment posées par les autres clients pour le guider un peu dans sa conversation. Donc la colonne de droite, c'est la main et le plateau central, c'est le plateau sur lequel on joue les cartes. La main est privée. Ça veut dire que ce que vous avez dans votre main, il n'y a que vous et votre équipe de vendeurs ou votre équipe d'acheteurs qui le voyez. Alors que ce qui est sur le plateau, c'est public, c'est ce qui a été joué. Et donc, c'est le compte-rendu qui s'écrit au fur et à mesure du rendez-vous et de la partie avec le client. Typiquement, j'ai une question, quand avez-vous besoin de la proposition? Dans 2 mois. Le premier client répond dans 2 mois, un autre client dit qu'il veut la parole. Et il donne une réponse différente, à savoir la semaine prochaine, ce serait bien.
Le vendeur pose une autre question, quelle est ta timeline, etc., etc. Or là-dessus, on est encore sur des cartes de test, mais qui permettent de bien visualiser comment la partie va se passer. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Je vais détailler un peu plus une main et la différence entre la main des commerciaux et la main des clients. Je vous ai dit, les deux ont des mains. Donc, c'est vraiment une partie où acheteur et vendeur jouent ensemble. Mais on sait bien que il va y avoir des acheteurs qui vont adorer jouer, qui vont trouver ça waouh et qui vont trouver ça vachement plus engageant pour échanger avec les commerciaux et ils vont être curieux et vont avoir envie de jouer. Mais on va avoir aussi des acheteurs qui vont être un peu plus réservés, qui vont pas naturellement utiliser le jeu de cartes, poser des cartes, etc. C'est pour ça que dans la main du vendeur, on va avoir la capacité à mettre des cartes pour l'acheteur et donc à préparer des questions que pourrait poser l'acheteur, à préparer des réponses que pourrait donner l'acheteur à des questions qu'on va poser nous. Tout ça pour lui faciliter sa prise de notes et faire en sorte que, au fur et à mesure de la partie, si l'acheteur est passif et ne répond pas ou ne joue pas, le vendeur a la capacité de jouer à la place de l'acheteur et de compléter le compte-rendu au fur et à mesure. Et tu me poses une bonne question, Antoine. Oui, il y a plusieurs scénarios en fait d'utilisation de l'outil. Soit on est dans un scénario qui, pour moi, est le scénario idéal, à savoir un scénario où les deux parties utilisent l'outil carte et jouent ensemble dans une logique collaborative, co-créative. Et dans ces cas-là, on va avoir, à mon avis, les meilleures chances de réussir sa vente parce qu'on va tout de suite créer un lien avec le client, l'engager et construire quelque chose avec lui qui va faire waouh. Et à ce titre-là, pour moi, c'est le scénario idéal. On a un scénario un peu dégradé avec le client qui a quand même ouvert le lien, mais qui est plus passif, qui ne complète pas des cartes ou qui n'utilise pas sa main ou qui utilise que des réactions. Ben, dans ce cas-là, le vendeur peut jouer à la place du client et faire en sorte que les choses avancent malgré tout. La troisième situation, c'est que l'acheteur n'a pas ouvert le lien Sales Deck et dans ce cas-là, le vendeur peut partager son écran dans son Google Meet ou dans son Teams ou dans son Zoom pour montrer le compte-rendu qui s'écrit au fur et à mesure et avoir de l'interaction avec le client malgré tout et avoir quelque chose de moins rigide qu'un PowerPoint ou qu'une conversation sans support. Et puis le dernier cas de figure, c'est celui où on est au téléphone, où il n'y a pas de partage d'écran et le sales utilise l'outil que pour s'assurer qu'il suit bien la trame du rendez-vous en jouant les cartes de sa main et pour prendre des notes et remplir le CRM à la volée avec le système de cartes qui permet de faire une prise de notes beaucoup plus rapide. Et à la question, Antoine, sur est-ce que j'ai déjà testé en situation réelle ? Malheureusement, non, parce que l'outil n'est pas fini d'être développé. Aujourd'hui, avec Jérémy, on a découvert la partie paramétrage des cartes et donc pour la première fois, on a créé des cartes et on a pu préparer un deck. Et d'ici la fin du mois d'avril, on va être en capacité de faire des vraies parties. Et moi, je suis le premier impatient à en faire une pour voir si c'est aussi sympa que ce que j'imagine. Parce que, et je vais en parler un peu tout à l'heure, parce que les retours du marché sont vraiment hyper encourageants. Tout le monde trouve ça nouveau, tout le monde est curieux de voir comment ça marche. Tout le monde me pose la même question que toi, à savoir est-ce que le client va jouer, est-ce que les vendeurs vont adopter. Mais c'est des questions auxquelles j'ai pas la réponse tout de suite. Mais ce qui est sympa, c'est qu'avec le MVP, on va pouvoir vraiment avoir la réponse dès le mois de mai. Et donc, oui, Stéphane, ça va renseigner le CRM avec du texte ou avec des chiffres. Typiquement, tu vas pouvoir à chaque carte, derrière chaque carte, dire attribuer telle variable et dire que quand la carte est jouée et que la variable est remplie pendant le rendez-vous, l'envoyer au CRM selon les règles que tu donnes. Donc, tu as une vraie souplesse de paramétrage de l'export des données parce que c'est lié à des cartes. Et toute la force des cartes, c'est comme pour cette histoire de conditionnalité que j'ai évoquée au début, c'est vachement plus sympa de dire je ne peux jouer que cette carte proposition que si j'ai eu le budget et qu'il est supérieur à machin. Et ça se fait hyper facilement.
Je vous montre encore des choses et je lis ce que tu racontes, Antoine. Outil de vente déjà avec l'approche collaborative qui implique le client de manière utile pour lui. La promesse, c'est une super expérience client. Ouais, c'est une super expérience client, mais c'est aussi vraiment, et ça c'était l'objectif initial, c'est aussi vraiment d'avoir une vraie assistance du commercial pendant son rendez-vous pour qu'il respecte le process. Et là, on lui suggère les choses de façon souple, de façon gamifiée, sans le forcer comme c'est le cas dans des outils de call center avec des scripts, etc. Et on a une vraie collaboration aussi qui s'inscrit. Enfin, il y a pas mal de bénéfices et de pain. C'est ouais, comme tu dis, c'est une belle expérience pour les sales aussi, avec une vraie adoption. Je vais vous parler aussi de la dimension un peu gamification. Là, vous avez le détail d'une conversation. Une carte dont j'ai pas parlé, c'est les cartes privées. Donc, au sein de votre équipe de sales ou au sein de votre équipe d'acheteurs, vous allez pouvoir rajouter des notes privées, rajouter des commentaires et aussi les utiliser, ces cartes privées, entre deux rendez-vous pour former les commerciaux. Là, c'est ce qu'on voit sur cette carte, les guider sur ce qu'ils auraient dû faire pendant leur rendez-vous plutôt que le rendez-vous précédent, etc. Ce qu'on voit aussi, c'est les différentes règles d'attribution. On est comme dans un Google Doc, donc il y a une dimension collaborative en même temps. Donc là, c'est par exemple des gens qui sont en même temps en train d'ouvrir cette carte. On voit le détail de qui répond aux questions, ce qui est important pour identifier les décideurs aussi, ce genre de choses. Alors, qu'est-ce que vous dites dans le chat? Déjà qu'ils comprennent les techniques de vente que cela implique. Pour des boîtes qui recrutent des juniors, il y a un vrai regret avec ces outils pour les rendre plus efficaces beaucoup plus vite. Ouais, tout à fait, Nicolas. Enfin, je vais revenir sur les pains principales qu'on résout avec SalesDeck et que m'ont remonté les prospects à qui j'ai présenté la solution. Juste derrière deux derniers écrans, l'écran document. Donc, quand tu vas jouer une carte document, à la place du plateau avec les colonnes de cartes, va s'afficher le document en plein écran et une colonne pour continuer à discuter, à prendre des notes sur ce que dit le client sur le document, à avoir des questions du client sur le document, etc. On gardera des traces tout du long et une fois qu'on ferme le document, on se remet dans la vue précédente. Ce que j'ai pas dit sur la vue précédente, qui est super intéressant, moi je trouve, c'est qu'en fait on a une vue à la fois verticale et horizontale. Quand on fait une discussion dans un chat, on va être que dans une vue verticale. Et le défaut de cette vue verticale, c'est que c'est hyper compliqué de remonter en arrière, de relire une conversation en chat et de fait on est dans l'immédiateté, tout ce qui s'est dit avant est oublié. Au mieux, on peut faire une recherche pour retrouver ce qui s'est dit. Là, en fait, on reste dans la même colonne, donc on parle d'un même sujet, et dès qu'on change de sujet, on change de colonne. Donc, on retrouve une timeline et donc une navigation horizontale qui est facile. Le milieu du rendez-vous est logiquement au milieu de la ligne qui s'est créée en scroll. Le début est au début, la fin est à la fin. Donc c'est beaucoup plus facile à relire, à naviguer pour aller retrouver une information. En plus, chaque carte est timestampée, ce qui fait que le jour où on sera branché au replay et à l'enregistrement, on va pouvoir relancer directement au moment où la carte a été jouée l'enregistrement du rendez-vous, ce qui permet de naviguer de façon vachement plus précise dans le rendez-vous. Et donc d'utiliser ces comptes rendus de façon beaucoup plus riche pour revenir sur un rendez-vous, améliorer le process, comprendre ce qui s'est bien passé ou mal passé. Typiquement, un scénario que j'aime raconter, c'est un rendez-vous s'est bien passé, mais à un moment donné, le client a posé une objection auquel on n'était pas préparé. On va pouvoir, dans la réunion commerciale du lundi, pouvoir dire mon rendez-vous s'est bien passé et aller regarder tous ensemble le résumé du rendez-vous, aller jouer le moment où il a posé sa question et voir comment le commercial a répondu, chercher tous ensemble une bonne réponse à l'objection et créer tout de suite, rajouter dans le deck pour les prochains rendez-vous la réponse à objection. Rajouter dans le deck au cas où du client aussi la proposition d'objection pour que on soit préparé pour la prochaine fois.
est-ce que l'on pourra mettre des réponses présélectionnées dans une charte pour faire cliquer un client? Ouais, tout à fait, c'est ce que j'allais présenter là. Là, on va avoir des cartes questions et qui sont jouées. Alors là, c'est une question texte et donc on répond avec du texte. Mais dans les prochaines versions des cartes questions, on va avoir des questions à choix multiples, etc. Et il aura que à cliquer dessus pour répondre à sa question. Une fois qu'il a répondu à la question, la vue colonne se remet et la colonne avec la question et les différentes réponses à la question, s'ils sont plusieurs à répondre de façon différente ou pas, se met en place et puis on peut passer à une question suivante ou à un sujet suivant. Est-ce que c'est clair pour vous? C'est ce que j'ai de mieux pour présenter la dynamique de l'outil, qui est rendu quand même hyper riche avec les cartes. Là, on vous montre la vue, mais c'est pas la plus intéressante de comment on crée le jeu de cartes. Les cartes bleues, j'en ai pas vraiment parlé, mais c'est les cartes agenda. Et donc, elles vont chapitrer en fait les conversations, permettre de se repérer. Et on va envoyer en amont du rendez-vous l'agenda qui est préparé, l'objectif du rendez-vous, peut-être des questions pré-meeting aussi. Ça, ce sera dans une des prochaines versions du soft. Est-ce que c'est à peu près clair? J'ai encore du mal à voir l'enchaînement des cartes. En fait, dans une conversation qu'on pourra avoir tous les deux, Antoine, je vais te poser une question. Je pose ma carte question. Va s'afficher à l'écran le pop-up avec les réponses potentielles. Tu vas choisir une réponse. Ça va rajouter ta carte réponse en dessous. Puis quelqu'un de ton équipe va trouver que c'est une bonne réponse. Il va rajouter dessus une carte réaction qui dit très bien. Et puis, moi, je vais te poser une autre question. On va aborder un autre sujet de l'agenda. Ça va créer une nouvelle colonne. Et puis, on va converser sur cette colonne tant qu'on n'a pas traité le sujet, puis passer au sujet suivant, etc. Donc, on est dans quelque chose qui va être très dynamique en permanence, où on va passer d'écran pop-up, de documents, de questions en plein écran, à l'écran compte-rendu avec les colonnes, puis on joue des cartes, etc. Mais bon, pour le coup, je suis d'accord avec toi, c'est encore mieux si on le vit. Et tu peux effectivement, on a souvent des enchaînements de questions, et dans ce cas-là, on peut créer des combos de questions qui s'enchaînent. Typiquement, dans Q2C Selling, on a pas mal d'astuces sur des enchaînements de questions qui permettent d'emmener le client dans un tunnel. On peut avoir ce genre de choses. L'idéal serait d'avoir une démo en simulation, un vendeur versus un client. Ouais, je suis tout à fait d'accord. On a envisagé à un moment de faire une vidéo en motion design sur la solution, mais ça coûtait une blinde parce que ça demandait de mettre en place plein d'écrans, plein de machins, plein de trucs. Ça revenait pas aussi cher que de développer l'outil, mais pas loin. Et ça prenait pas autant de temps que de développer l'outil, mais pas loin. Ce qui, au final, nous a amené à nous dire que, ben voilà, on ferait avec les écrans des maquettes et que il n'y a plus qu'un petit mois à attendre, enfin un gros mois à attendre pour pouvoir faire des vrais démos live et qu'on se rende tous compte si ça marche ou si ça marche pas. Ouais. Avant que je vous présente la roadmap, oui, je vous ai pas dit l'agenda, je veux vous présenter l'outil, la roadmap un peu pour voir toutes les évolutions qu'il peut avoir autour du produit, et puis après le Early Adopter Programme et le Partner Programme. Juste pour vous dire les premiers retours que j'ai Doctolib qui est hyper intéressé, le sales director de Doctolib est à fond, il est bluffé par le produit, il trouve ça super top. Ils veulent l'utiliser et faire un pilote pour tester la capacité de l'outil à faire progresser le taux de conversion de ses sales, en particulier sur une offre où il a des résultats très hétérogènes entre des sales qui font 40% de conversion et des sales qui font 6% de conversion. L'idée qu'on va mettre en place comme pilote, c'est qu'on va écouter les sales qui font 40%. À partir de leur conversation, de la manière dont ils déroulent leur rendez-vous, on va créer un deck. Ce deck-là, on va former les moins bons à l'utilisation du deck et on va les faire jouer live ça et voir si leur taux de conversion passe de 6 à plus. Donc voici ce qu'on fait avec Doctolib. Après, j'ai celle-ci, plateforme SH, Iconosquare. À l'instant, j'étais avec Sencrop, qui est une start-up dans l'agronomie.
où elle était partante pour un pilote. J'ai aussi un pilote sur l'onboarding avec Doctrine. Donc voilà, il y a des retours qui sont hyper positifs. Les 3 grosses pains qu'on résout, même les 4 grosses pains qu'on résout avec l'outil, c'est cette question de la conversion, qui est un vrai sujet qui revient souvent sur j'ai besoin d'améliorer et d'homogénéiser la conversion de mes sales. Il y a un deuxième sujet qui est celui que vous évoquiez tout à l'heure, qui est l'onboarding des juniors. Il y a des practice meetings, donc des rendez-vous. On peut utiliser l'outil en roleplay pour s'entraîner avec un coach ou un autre membre de son équipe, se familiariser avec l'outil, se roder sur le déroulé du rendez-vous, et puis derrière passer en live dans la même interface. Donc il y a cette question de la sales readiness, donc comment on rend les nouvelles recrues opérationnelles plus vite. Le troisième point qui est moins fréquent en France, mais que je commence à voir aux États-Unis parce que j'essaye de taper le marché américain et d'avoir des échanges aussi avec des clients potentiels aux US, c'est tout ce qui est lié au remote selling que j'évoquais tout à l'heure et le fait de manager des équipes à distance. Ça peut être un super outil pour suivre ce que font les sales à distance, pour créer des réunions commerciales au sein de l'outil à distance avec ces équipes commerciales, avec l'exemple que j'évoquais tout à l'heure. Et puis le quatrième pain point, qui est pas celui qu'il faut faire vente, mais qui est celui que vous évoquiez quand même malgré tout, c'est qu'on a une interface de présentation qui est beaucoup plus interactive, beaucoup plus dynamique qu'un PowerPoint, que tout le monde en a marre des PowerPoint, que les gens cherchent à créer de l'engagement et de l'interaction pendant les rendez-vous en visio et que c'est une bonne façon de le faire. Mais pour moi, c'est pas ce qui fera vendre parce que c'est pas ce qui rapporte le plus de sous directement, mais c'est un joli bonus. Oui, bien sûr, Marc, vous pourrez engager des prospects dans des POC avec grand plaisir. Et puis, moi, je serais même ravi de vous embarquer, vous aussi, le cas échéant, sur des POC. Je vais peut-être traiter Doctolib parce qu'il est bien engagé et que j'ai créé la relation avec Thibaut. Mais sur certains POC, je serais ravi que déjà de débloquer un budget et deux, que vous puissiez les accompagner selon la pertinence que vous avez sur le secteur, etc. Juste 2 dernières slides. Une slide pour dire que notre solution pourra être à terme vachement complète et on va voir la roadmap avec beaucoup plus d'élégance finalement que tous les autres outils. Moi, quand je compare SalesDeck à toutes les solutions de Sales Enablement qui existent, à la date d'aujourd'hui, on n'est clairement pas la plus complète. On n'a même pas un outil qui marche complètement. Mais à terme, on pourra avoir une vraie complétude fonctionnelle, mais tout ça de façon hyper élégante, parce que les cartes ont une vraie capacité à apporter de la conditionnalité, de l'intégration avec le CRM, des fonctions où je peux jouer une carte, j'appelle un ami pendant le rendez-vous et ça enclenche un chat ou un machin pour faire venir le directeur technique parce le sales ne sait pas répondre à une question. On peut avoir comme ça une souplesse de scénario et d'innovation qui est vachement riche et qui est vachement sympa sur ce système de cartes, qui fait que ça devient très facilement un outil très complet entre le rendez-vous commercial, entre 2 rendez-vous commerciaux avec une capacité d'utiliser les cartes pour faire des conversations asynchrones, et puis aussi gérer ses sales meetings, à savoir ses réunions d'équipe commerciale, de mieux manager ses équipes, etc. Donc il y a une vraie richesse autour de l'outil et de la modélisation sous forme de cartes qui ouvre énormément de potentiel. Donc ça, c'était la fin de ce document. Je vais passer au suivant. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions. Tu m'as mis l'Early Adopter Programme, mais est-ce que tu m'as mis la roadmap, Jérémy? Hop. Comment ça marche, le sharing du file? Ça ne marche pas de la bonne façon. OK. Tac, tac, tac. Et je vais partager mon écran une nouvelle fois. Elle est où la roadmap? Je vous ai montré les features. Je vais la lire assez vite, mais si vous la voudrez, je vous la partagerai par la suite. Hop. Turn screen share on. Partager. Ah, tu m'as refait un truc, Jérém? Non? Pourquoi ça marche pas? Heureusement qu'on n'a pas interdit les anglicismes. Moi, je suis tout à fait d'accord. Alors, je suis vraiment sur les 2 marchés, Jean-Pascal. J'essaye vraiment d'adresser à la fois le marché français et à la fois le marché américain.
et même en priorité le marché américain, d'où tous les anglicismes, avec une envie effectivement de le pénétrer rapidement. Merci Jérémy, je pense que tu m'as créé le truc à la volée, super, c'est génial. Vu Chopad et Sales App ce matin, ils embarquent maintenant des solutions de LMS pour l'onboarding. Ouais, ok. Alors là-dessus, on va pas, enfin, voir si c'est des choses qui peuvent être évoluées. Mais on est plus dans le practice et le roleplay que dans l'accompagnement à un onboarding qui peut gérer un peu partout. C'est je vais gérer les files, ouais, pardon, mais c'est parce que l'outil est en anglais, Jean-Pascal, merci. Juste pour vous dire, donc début mai, on va avoir la livraison du MVP, donc le Minimum Viable Product, pour rester sur des anglicismes, qui va permettre de gérer les utilisateurs, les entreprises, les decks, les rendez-vous deal, les cartes équipes et participants, cartes agenda, réactions, sujets, notes. Donc on va pouvoir vraiment faire ce que tout le monde attend, à savoir tester un vrai rendez-vous avec un client ou un prospect, voir comment ça marche et voir si c'est fluide ou pas. Donc ça, c'était vraiment la première chose qu'on voulait tester dans ce MVP. Le prochain lot qui va arriver fin juin sera autour de tout ce qui fait que le produit pourra commencer à vivre tout seul. Donc, il va avoir en plus les rendez-vous practice, donc pour s'entraîner à l'utilisation du produit, pour faire des séances de jeux de rôle avec les commerciaux et qu'ils soient à l'aise sans avoir à faire des rendez-vous clients. Il va avoir un truc auquel je tiens beaucoup, c'est une logique de classement. Et donc, après chaque action qu'on fait dans le jeu et dans l'outil, quand on crée un deck, quand on utilise les cartes d'un deck, quand on fait un rendez-vous commercial, quand on fait un rendez-vous practice, à chaque fois, on va marquer des points selon la manière dont s'est passé le rendez-vous, donc le nombre de cartes qu'on a jouées, le nombre de cartes que l'acheteur a joué, et on va favoriser les commerciaux qui font vraiment jouer les acheteurs. Donc, à chaque rendez-vous, on marque des points. Il va avoir aussi des badges pour avoir des accélérateurs lors de l'onboarding pour la première fois qu'on crée un deck, la première fois qu'on fait un rendez-vous, la première fois qu'on fait un practice. Et l'idée, c'est comme ça d'avoir un classement qui puisse être polyvalent au sein d'une même équipe commerciale pour que créer des challenges dans l'équipe, créer de l'émulation pour que dans une semaine, il y ait par exemple toutes les semaines un classement de celui qui a le plus de points, etc. Et puis, tu peux avoir aussi un classement entre sales, SaaS français, parce que en fait, vu que le scoring est indépendant de ce que les commerciaux vendent, on va pouvoir donner des points à chaque rendez-vous et comparer les gens et créer de l'émulation autour de ça. Marc et la méthode DISC en anglais. Voilà. Pour ta question, Eric, je vais te répondre sur la dernière partie, sur l'aspect partenariat. Ça, c'est l'alpha. Qu'est-ce que j'ai? Il y a aussi toutes les questions de l'onboarding de l'outil qu'on va gérer dans l'alpha pour intégrer des vidéos sur comment on crée un deck. Ça répond en partie à tes questions, Eric. Comment on crée un deck, comment on joue une partie, comment on fait un practice, etc. Et il y a aussi le fait que dans le MVP, il n'y aura pas la capacité de jouer des cartes par le vendeur pour le compte de l'acheteur. Là, on va pouvoir le faire dans l'alpha. Et après, toutes les autres fonctionnalités, elles vont être rajoutées au fur et à mesure en fonction des demandes des utilisateurs et de vos demandes à vous en particulier, avec des fonctionnalités pour enrichir les meetings, avec plus de variété de questions, les vidéos qui seront pas là dès le début, des cartes d'écran partagées pour faire de la co-navigation et des démos, des cartes tour de table pour prendre des notes sur les différents participants, les tâches, des cartes dates de prochains rendez-vous, un peu comme un calendrier qu'on puisse utiliser en live pour planifier les prochains rendez-vous, des cartes notes satisfaction sur un rendez-vous, des cartes privées qu'on évoquait tout à l'heure, et la carte appeler un ami, par exemple. Et puis rajouter cette notion de variable, de règles de conditionnalité, etc. Il y aura aussi toutes les fonctionnalités avant, pendant et après les meetings, enfin avant et après les meetings. Avant, c'est l'envoi d'un agenda, d'un objectif commun, validation de l'agenda par l'acheteur, validation de l'objectif commun, l'envoi si nécessaire de questions pré-meeting,
Après le meeting, c'est l'envoi d'un compte-rendu. Le fait de pouvoir continuer à avoir une discussion asynchrone au sein de SalesDeck entre deux rendez-vous. On peut mettre une carte question qui sera répondue de façon asynchrone par le commercial ou par le client selon qui a posé la question, et avoir une gestion centralisée des documents, un peu comme dans un Sales App entre autres, pour si jamais il faut mettre à jour le cas client SaaS, ça met à jour tous les decks avec le bon cas client, ce genre de choses. Qu'est-ce que je disais? Ça rajoute des cartes objectifs communs, etc. On va avoir des fonctionnalités de collaboration au sein de l'équipe commerciale, c'est à savoir créer une réunion de construction de deck, de jeux de cartes collaboratifs, une réunion commerciale collaborative, celle dont je vous parlais tout à l'heure, où on peut faire des one-to-one et la réunion d'équipe au sein de SalesDeck, suivre le pipeline, voir le deal flow, faire le forecasting au sein de l'outil, et donc de gérer tout ça à distance en ayant la matière de chaque rendez-vous commerciaux pour pas juste faire un reporting dans le vide, mais avoir un vrai reporting. On aura bien sûr des fonctionnalités d'analytics parce qu'on va pouvoir explorer, mais ça c'est pas tout de suite, quand on aura de la data, quelle carte marche mieux que d'autres, à quand il faut les jouer, donc on pourra donner des guides sur faire évoluer le process. On va avoir des intégrations avec les outils de visioconférence. Là où on s'intégrera le mieux, c'est avec Teams, parce qu'il y a une marketplace très ouverte. Mais sinon, ça marchera avec les autres outils, comme Miro marche avec les autres outils. Ouais, Jean-Pascal, avec un vrai rendez-vous. Et puis, de toute façon, tu auras le reste du rendez-vous en replay, et je t'enverrai aussi les docs qu'on n'a pas présentés. Mais moi aussi, je suis impatient de voir l'outil et je comprends que tu le sois. Un bon tennis, en tout cas. Salut Jean-Pascal. Intégration avec les CRM, on en a parlé. L'idée, c'est de vraiment faciliter la complétude du CRM pour les commerciaux. Intégration avec des outils de gestion de tâches, le fait de pouvoir faire du scripting, et donc à chacun de créer des scénarios un peu rigolos, de livrer un café, enfin j'en sais rien, mais de laisser de la liberté aussi, vu que c'est tout à fait possible d'avoir un peu de langage derrière les cartes, et pour que ça crée des choses différentes d'un scénario à l'autre. Ça peut s'intégrer avec les autres outils de Sales Enablement, entre autres ceux qui font du speech to text, qui vont pouvoir remplir à la place du commercial qui prendrait des notes par écrit, qui vont pouvoir remplir les cartes automatiquement. On envisage aussi pour les rendez-vous en personne une app mobile qui permettent d'avoir sa main sur le mobile et de jouer des cartes sur un écran partagé lors d'un rendez-vous. Et puis, bien sûr, il y a des fonctionnalités de type gestion du logiciel pour faire du paiement, etc., qui sont pas là dès le début. Dernier sujet, il y a une dimension communautaire aussi que je veux créer. Donc, on a trouvé un outil de métaverse qui est assez rigolo, qui permet de faire en sorte que des gens qui veulent tester l'outil ensemble, faire des parties de role-playing ensemble et qui n'ont pas d'équipe parce qu'ils sont solos, vont pouvoir retrouver d'autres joueurs dans ce petit métavers communautaire et jouer avec eux. Et puis après, j'ai eu plein de retours de gens qui me disent que ça peut être sympa pour faire des formations à distance, pour l'acheteur aussi, de créer des decks acheteurs pour qu'ils apprennent à bien acheter un CRM, par exemple, et de leur donner les bonnes questions à poser pour acheter un CRM. Ça peut être utile dans le recrutement, dans plein de choses. Enfin voilà, les potentiels sont assez importants. Et je suis assez emballé par les retours que j'ai jusqu'à présent. Je stoppe ça. Est-ce que vous avez d'autres questions avant que je présente tardivement le dernier document, qui est le Early Adopter Programme, et dans la foulée, le Partner Programme qui vous intéresse. Mais pour que vous soyez partenaire, il faut que vous compreniez ce que vous avez à vendre à vos clients. Donc, sur l'année 2022, je vais pas faire d'abonnement mensuel tout de suite, entre autres parce que j'aurai pas un logiciel de facturation qui sera branché tout de suite. Donc on va pas pouvoir débrancher les gens, les rebrancher, s'ils payent pas, etc. Donc je ne vais vendre que des abonnements sur 1 an, 3 ans, 5 ans ou à vie. Et il y a une petite erreur sur le prix du avis. Le prix du avis est à 3 000 € et pas à 5 000 €. Et pour ceux qui prendront l'abonnement dans ces conditions, donc c'est vraiment des early adopters qui sont prêts à prendre des risques avec moi sur le produit, à
essuie les pots cassés au début parce que tout va pas marcher, même si l'équipe de dev est vachement bien, mais il y a quand même des bugs et tout, donc on risque d'avoir un peu de temps et pas tout avoir au début. Mais face à ça, il y a un vrai discount parce que on est sur une base plutôt d'abonnement à 50 € par mois, ce qui fait 600 € par an. Et plus on a des abonnements longs, plus on va gagner des discounts importants. Et en particulier, si on est à vie, l'équivalent d'un 15 ans à vie serait à 15 000 €. Et là, venant à 25 ans, serait à 15 000 €. Et là, on n'a que 3 000 €. Donc, enfin voilà, il y a des bénéfices de cette nature. Version HDG de l'AppSumo. Ouais, alors sauf que je sais pas ce que c'est HDG, mais effectivement, AppSumo a des offres lifetime. Pourquoi je suis allé vers ça? Un des éléments importants, c'est que j'ai choisi de faire ce projet en bootstrap. Alors encore un peu d'anglicisme, mais l'idée c'est que je cherche pas de financement extérieur. Je finance tous les développements tout seul. Je finance tout le marketing tout seul, mais ça c'est un peu plus facile parce que, comme vous le savez, j'ai une agence marketing. C'est une vraie volonté de rester indépendant, de pas avoir à rendre des comptes à des investisseurs, de ne pas perdre du temps à chercher de l'argent et plutôt utiliser tout mon temps à chercher des clients et des partenaires. C'est vraiment la philosophie que j'ai derrière cette décision-là. Oui, c'est une version haut de gamme de l'AppSumo. Alors AppSumo, souvent, ils font des lifetime sur des versions très dégradées de l'outil pour forcer les gens à faire de l'upsell. Là, on est plutôt sur du lifetime, sur une version complète de l'outil. Et pour ceux qui prendront du lifetime, et j'espère vous aussi, vous allez bénéficier de toutes les nouvelles évolutions à vie du produit, de façon nominative, bien sûr, parce que c'est des abonnements qui ne se refilent pas, là où les autres peuvent se refiler, se partager, se conserver. Qu'est-ce que je n'ai pas dit de ce qui est écrit? Je vous le partagerai de toute façon. Oui, c'était toutes ces raisons d'être early adopter. Est-ce que ça représente? Et donc, on en arrive à la conclusion. Moi, j'ai une vraie conviction que cet outil peut vous être très utile pour entrer dans des comptes, pour vendre plus de prestations de services dans d'autres comptes. Je pense à des prestations de services de type formalisation du processus de vente, aider les clients à construire leur deck, à adapter leur deck et donc leur jeu de cartes. Et là-dessus, tu posais la question tout à l'heure, Eric, est-ce que moi, bien sûr que je vous formerai à créer des decks. On va aussi mettre dans l'outil des deck templates qui se basent sur Q2C Selling et toutes les questions qu'on a dans Q2C Selling et toutes les stories qu'on propose dans Q2C Selling pour suggérer aux clients d'adopter l'une ou l'autre de ces questions, l'une ou l'autre de ces conversations ou de ces stories pour faciliter en fait le fait de créer des decks. Mais bien sûr que vous, en tant que professionnel de la formation commerciale, vous pourrez faire cette prestation pour les clients. Vous pourrez aussi, et ça c'est super intéressant, avoir un cadre pour organiser des jeux de rôle, pour qu'ils jouent les decks avec vous, pour qu'ils s'entraînent, pour les améliorer. Vous pourrez, à travers l'outil, leur communiquer des tips qu'ils pourront revoir et relire, parce que justement, on a une formalisation et on n'est pas que dans la parole. Vous pourrez revoir les déroulés des vrais rendez-vous, aider les équipes à faire évoluer leur process, etc. Donc, il y a un vrai besoin l'outil peut s'utiliser en partie tout seul, mais il y a aussi une vraie valeur ajoutée à ce qui est plus d'accompagnement autour de l'outil pour sa mise en œuvre, pour le design des process, pour former les équipes, pour accompagner l'onboarding, etc. Et puis, on est après sur un format assez classique alors c'est un peu, ça va évoluer, mais c'est pas vous vendez à vos clients, nous on gère la facturation, etc. On vous reverse 20%. J'ai fait des petites modifs, Jérémy, j'aurais dû te le dire sur le document, mais celui que je vais vous envoyer sera le bon document. Pour certains clients et en particulier ceux qui sont plus gros, j'ai plutôt envie de faire appel à vous et de vous acheter des journées de conseil plutôt que de le faire en interne. Donc on est plutôt sur une logique à 1500. On va essayer de s'auto-former tous ensemble. Alors c'est pas un programme de coaching
défini, parce que moi j'apprends aussi avec vous, mais qu'on puisse partager entre nous des bonnes pratiques pour améliorer les choses, pour avoir des retours d'expérience, pour qu'on puisse au fur et à mesure construire un programme de formation. Et effectivement, c'est ce que je disais, donc vous contribuez à l'amélioration du programme de formation. Et pour la plus grande satisfaction des clients. Et vous aviez une petite contrainte pour pouvoir nous rejoindre. Ce que j'attends de vous, c'est juste que vous soyez client lifetime de SalesDeck et donc vous souscriviez à cette première offre à 3 000 € et pas 5 000 que j'évoquais tout à l'heure pour avoir à vie l'outil et toutes ces features. C'est à la fois une façon de m'aider, c'est à la fois une façon de vous projeter dans l'utilisation du produit, de croire au produit. Vous, comme tous les early adopters, aurez accès à la roadmap, pourrez voter sur la roadmap, me faire des retours. L'idée, c'est qu'on travaille vraiment tous ensemble pour faire ce produit un succès et que ce soit une vraie révolution de la façon dont les gens vendent en visio. Moi, je pense qu'il a vraiment un super potentiel et les retours que j'ai eus, y compris là, j'ai parlé de Doctolib, mais j'ai aussi pu discuter avec quelques influenceurs américains comme Andy Paul, sur lequel j'ai fait un post hier et à qui j'ai présenté le produit. Ils trouvent tous ça innovant, intéressant. Lui, il s'est beaucoup projeté dans l'utilisation du produit par les acheteurs, avec l'idée vraiment d'un deck, de vendre des decks aux acheteurs pour leur apprendre à bien acheter. Et typiquement, ce qu'il disait, ce que j'avais jamais vraiment envisagé, c'est qu'un acheteur est beaucoup moins préparé à l'achat qu'un vendeur est préparé à la vente. Un vendeur de CRM fait 5 ou 6 rendez-vous jour pour vendre du CRM. Un acheteur n'a pas fait de rendez-vous depuis plusieurs années d'achat de CRM et il va en faire peut-être une dizaine là quand il se lance dans l'achat de CRM, mais il va tâtonner, etc. Si on lui donne des decks préparés pour bien acheter en posant les bonnes questions, etc., ça peut être aussi un vrai usage de l'outil et Andy Paul s'est vachement projeté là-dessus. Voilà. Si vous avez des questions, je vais arrêter le partage. Dernier truc que je voulais vous évoquer, c'est un peu comment j'envisage la promotion de la solution. Je l'envisage un peu comme le post que j'ai partagé sur LinkedIn hier, une promotion faite conjointement où c'est vous les experts. Donc, SalesDeck ne va pas aller sur le terrain de l'expertise comme 1 minute 30 va sur le terrain de l'expertise en disant Gabriel et les consultants 1 minute 30 sont les experts. La SalesDeck n'est pas un expert. SalesDeck est un outil au service des experts pour que les experts puissent partager leur expertise. Donc, j'ai lancé un podcast, j'ai commencé à faire des interviews d'Head of Sales, Sales Enablement, Sales Ops en France et aux États-Unis. C'est comme ça que je prospecte aussi et que je rentre en contact avec mes futurs clients. Je serais ravi à un moment donné de vous inviter dans ces podcasts, de faire des événements là-dessus et de faire en sorte de mettre en avant votre expertise, de mettre en avant les registres de questions que vous suggérez, les astuces que vous proposez, de faire des posts sur ces sujets, un peu comme le post que j'ai fait hier, donc sur Andy Paul et sur ses conseils de conversation. Merci Jérémy d'avoir mis le post en ligne. Je vois que vous êtes nombreux à vouloir filer, ce que je comprends vu l'heure, mais j'ai tout partagé. Et puis on va vous envoyer tous les docs. Donc si vous avez des questions, si vous voulez intervenir en cliquant speak pour qu'on échange oralement aussi, parce que c'est sympa d'avoir vos retours en live, je suis hyper partant. Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Moi, je crois que j'ai tout dit quand même. Des questions? Pas de questions? Des commentaires? Vous en pensez quoi? Est-ce que ça vous semble réaliste, pérenne, fun, pas fun? Est-ce qu'il y a encore du monde dans cette salle? Oui, j'ai l'impression. Je vous donne la parole. Pour moi, c'est bon. Merci Antoine. Et t'en penses quoi? J'en pense que j'ai hâte de tester. Moi aussi, Nicolas, je suis d'accord avec toi, avec Jean-Pascal. Il y a un vrai côté impatience d'utiliser l'outil. En tout cas, n'hésitez pas de commencer à en parler. Et on fera bien sûr un
un nouveau rendez-vous quand l'outil sera live pour qu'on puisse tester. On verra même si on réussit à faire le rendez-vous dans SalesDeck, tous ensemble, pour pouvoir discuter ensemble en visio, échanger autour de cartes, etc. Pour que ce soit sympa, et c'est pas tant voir une démo que de vivre une démo. C'est ça la prochaine étape. Moi, demain, avec Jérémy, je vais tester la création des cartes et l'interactivité de cette création. Et j'espère pouvoir vous inviter dans 5 ou 6 semaines pour vivre une démo tous ensemble et qu'on se fasse un trial de l'outil dedans. Le Q2C sera-t-il intégré dedans par défaut? Par défaut, c'est à partir de Q2C qu'on va proposer des templates de deck. Si vous avez encore 3 minutes, je peux vous présenter ce sur quoi Natacha, une de nos collaboratrices, a travaillé, à savoir le deck template sur la base du Q2C Selling. Turn screen share on. Hop. Est-ce que ça marche, ce partage d'écran? Je ne sais pas pourquoi ça ne marche jamais. Bon, en tout cas, on reprend la plupart des conversations du Q2C Selling. Je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Tac, annulé. Qu'est-ce que tu me fais? Pourquoi j'ai plus l'écran? Je ne sais pas comment ça marche. On reprend la plupart des conversations, la plupart des stories, et on suggère ça, et on réutilise, on donne des scripts pour guider les gens, pour qu'ils paramètrent leur propre document. Jérémy, tu sais pourquoi ça marche pas? Le partage d'écran marchait bien au début, et il marche plus du tout. No effect. Je vais éteindre la caméra, remettre la caméra, mais ça marche toujours pas. Annuler. Bon, bah tant pis. Je peux rien faire qui rende les choses mieux. Bah, je peux en tout cas vous voir. Effet démo. Bah, ça tombe bien, c'est la fin de la présentation. Si vous m'entendez toujours, on peut avoir des questions encore. Ça doit être une question de navigateur. Attendez, bah, ouais, ça a l'air d'être mieux. Est-ce que le chat, vous êtes toujours là ou pas? Ouais, il n'y a plus grand monde non plus. Je dois vous laisser. Une autre visio démarre. Belle soirée à tous. Et merci Gabriel, merci Antoine. Merci beaucoup à tous alors. Et puis, je suis à votre disposition si vous avez plus de questions, si vous voulez qu'on en discute de façon individuelle. À très vite. Salut à tous. Merci.